merci pour votre présence à cette conférence de presse. Je tiens à remercier les différentes personnalités qui ont bien voulu prendre leur temps et pour prendre part à cette rencontre de PASTEF Africa avec la presse nationale et internationale. Je remercie également les différentes organisations qui, depuis de nombreux mois, des années, sont engagées dans un combat que peu de gens ne croyaient pas du tout et qui aujourd'hui sont encore ici présents pour exprimer deux messages, principalement. D'abord, un message de gratitude et de reconnaissance à toutes les organisations panafricaines qui ont, à notre demande, accepté d'apporter leur concours dans le combat qui a été mené par le peuple sénégalais, qui a abouti aujourd'hui à une alternance qui était difficile, très délicate, très conflictuelle dans un premier temps, qui ont provoqué des morts, des blessés et des pertes des biens. Mais le résultat est là, il est salutaire et promet à beaucoup de choses, bien évidemment ici au Sénégal, mais en Afrique également. Et puis deuxième message, c'est un message d'espoir. C'est un message à tout le peuple d'Afrique. Ça sera le deuxième message. Donc, cette conférence de presse est pour nous très importante. Parce que lorsqu'on mène un combat et qu'on arrive à des très bons résultats, il faut savoir aussi remercier ceux qui, de loin, qui sont dans l'anonymat, puisque la plupart sont dans l'anonymat, on ne les voit pas, mais ils sont nombreux, des millions d'Africains qui se sont identifiés dans ce combat, qui chacun a apporté sa contribution pour atteindre cet objectif commun. Je l'ai dit volontairement, il s'agit d'un objectif commun, parce que lorsqu'on parle des libertés, lorsqu'on parle de la démocratie, ce sont des valeurs universelles qui sont partagées par tous les êtres humains. Bon, donc, il était important que je revienne ici, dans ce local, puisque ce local est était local de toutes les préoccupations, des craintes. Nous avons tenu, je ne me rappelle même pas, le nombre de conférences de presse qu'on a tenues ici, avec vous, les mêmes visages, des journalistes inquiets, curieux, de savoir quelles étaient les recherches, quelles étaient les stratégies, quel était notre espoir. On était là avec vous. Aussi, je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude aux journalistes. Vous avez fait un travail exceptionnel. Vous avez accompagné la cause de tous les Sénégalais est partagée par tous les Africains. Je me rappelle de vos regards, je me rappelle de vos questions, je me rappelle de vos curiosités. Lorsque certains baissaient le moral et certains baissaient le bras, n'avaient plus le moral, et vous, à travers vos questions, ça se voyait aussi que vous partagez, mais à votre façon, puisque vous êtes avant tout des journalistes, mais à travers vos questions, ça se voyait aussi que vous exprimez aussi une forme d'inquiétude. Mais vous avez été présent, vous avez relayé l'engagement de tous les Africains pour le Sénégal. Vous avez été présent. Bon, donc je tiens aussi à vous exprimer ma gratitude. Vous avez fait certes votre travail de journaliste,
mais ça se voyait aussi que vous vous sentiez, au-delà de votre travail de journaliste, que personnellement, vous vous sentiez aussi concerné, ce qui est tout à fait normal. Donc, il m'a semblé tout à fait normal, dans la mesure où je suis ici et que je reviendrai ici, mais aujourd'hui particulièrement, il m'a semblé tout à fait normal de vous exprimer ma gratitude, mon admiration par rapport à votre disponibilité. Il m'est arrivé de vous réveiller quelquefois à 22h, 23h pour vous dire que je souhaiterais m'entretenir avec vous demain matin. Et vous êtes toujours montré disponible. Il n'y avait pas d'heure en fait. Personne n'avait d'autre disponibilité que servir cette cause. Bon donc, c'est pas, nous avons vécu une situation tout sauf banale. Donc il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé. Et il s'agit d'un acte pour l'histoire du Sénégal, mais pour l'histoire aussi pour notre continent. Donc ce n'est pas une histoire de PASTEF seulement, mais c'est une histoire maintenant de PASTEF africain. Puisque ce qui se passe ici, ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment, ici au Sénégal, de nombreux Africains, les peuples d'Afrique, continuent à jauger les premiers actes pour justement continuer à susciter cet espoir. Donc je me devais, compte tenu de ma position, celle que j'avais, à exprimer justement ce message de remerciement. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque nous parlerons également des pays d'Afrique qui, à l'instant où je vous parle, sont pris en otage, des peuples africains sont pris en otage par des dictateurs. Et de dire à ces peuples d'Afrique que cet élan que le Sénégal a bénéficié de la part des organisations politiques africaines, et de ces peuples bénéficieront du même soutien, de la même attention pour se libérer. Il y a des rendez-vous politiques très importants dans de nombreux pays africains cette année, en 2024. Nous allons nous organiser pour voir comment être présents dans ces différents pays pour leur apporter ce que nous avons pu apporter au peuple sénégalais. De l'écoute, de la solidarité et une présence africaine partout où il y aura des élections présidentielles particulièrement, pour aider, du moins contribuer à une alternance démocratique. Bon. Le deuxième message, je ne peux pas oublier mes frères présidents des organisations et partis politiques panafricanistes qui, spontanément, ont accepté, lorsque PASTEF a fait l'objet d'un décret qui le bannissait sur l'espace politique au Sénégal. Certains parlaient de PASTEF, ex-PASTEF. Nous avons été ceux qui n'acceptaient jamais de parler de ex-PASTEF, puisque PASTEF existait malgré ce décret. PASTEF existait dans le cœur et PASTEF existait aussi dans les actions. Le terme de ex n'a jamais été accepté. C'est pour cette raison que nous avons demandé et obtenu l'adhésion de nombreux leaders politiques africains qui ont accepté de changer, sans la moindre réticence, de changer le nom de leur parti et créer PASTEF Africa. C'est valable au Niger, c'est valable au Mali, c'est valable au Gabon, c'est valable en Côte d'Ivoire, c'est valable à Madagascar, c'est valable à l'île Maurice, et puis en Centrafrique, et puis récemment, il y a au Cameroun.
il y en a encore d'autres qui vont se manifester, et nous en sommes tous convaincus. Bon, donc, que ces personnalités africaines qui ont spontanément accepté de changer le nom de leur parti, je tiens au nom de M. Ousmane Sonko, au nom aussi de PASTEF, qui sont mes clients, à leur exprimer toute ma gratitude. Ils ont fait œuvre d'une solidarité exceptionnelle. Et ils ont fait renaître cette fibre patriotique africaine. Et c'est exceptionnel. Je n'accepterai pas du tout que leur adhésion, leur engagement à cette cause panafricaniste soit banalisé. Ils ont fait preuve de sacrifice, ils ont fait preuve d'engagement et puis de don de soi également. Et ces frères et sœurs, j'ai une pensée de respect envers eux. Et la plupart d'entre eux, ils ne me connaissent pas. La plupart d'entre eux, je ne les ai pas côtoyés physiquement. Mais ils se sont réveillés et se sont manifestés, ont manifesté leur disponibilité parce qu'ils croient que l'Afrique joue son destin et qu'ils n'ont pas envie de le vivre comme des spectateurs, mais ils ont envie d'être acteurs de l'ordre nouveau africain. Ils ont des idées pour le continent, ils ont des actions qu'ils souhaiteraient mener pour le continent africain. Nous aurons l'occasion dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de nous retrouver tous ensemble avec eux, avec les dirigeants sénégalais, pour dire tous ensemble ce que nous entendons faire de notre continent. Il y a des défis africains qui ne seront relevés que par les Africains eux-mêmes, avec des outils africains. Bien sûr que nous n'allons pas nous renfermer, loin de là, l'Afrique n'a jamais été un continent fermé, mais nous estimons tout simplement que les défis qui nous attendent, qui sont colossaux, que ce soit des défis sociaux, que ce soit des défis démocratiques, que ce soit des défis politiques donc, que ce soit des défis pour l'environnement, que ce soit des défis en matière d'éducation, que ce soit des défis culturels, puisqu'il faut qu'au niveau culturel, que l'Afrique se retrouve, valorise son tissu culturel pour que notre continent puisse se réaffirmer sur la scène d'abord africaine et puis la scène mondiale. Donc sur les tissus culturels, nous avons aussi des défis à relever puisqu'il faut le redéfinir, il faut se l'approprier et puis le mettre en évidence. Bon, nous avons des défis aussi migratoires également, sur le continent d'abord et puis à l'extérieur. Tout ça, ça mérite des réflexions. Ce ne sont que des organisations politiques, puisqu'il y a des organisations de la société civile qui partagent avec nous les mêmes préoccupations. Mais ces préoccupations doivent aussi avoir une réponse, ou bien des réponses politiques, qui doivent être incarnées par des politiques. Donc il y a une complémentarité entre les organisations politiques et les organisations de la société civile africaine. Cette complémentarité, nous devons le plus vite possible, dans la mesure où nous avons une opportunité, mais ô comment exceptionnelle, ici au Sénégal, d'avoir des dirigeants politiques qui sont arrivés au pouvoir, et ça c'est important, qui sont panafricanistes, mais issus des urnes. C'est exceptionnel. Et c'est très rare pour que ça soit souligné. Donc, nous devons aussi faire preuve d'opportunisme politique. De voir que nous avons des dirigeants qui sont issus des urnes, qui ont une légitimité mais immense et colossale,
Cette légitimité doit servir bien sûr au Sénégal, puisqu'il y a des urgences qui sont propres au Sénégal, mais il y a aussi des urgences africaines. Donc il y a une obligation qui repose sur les épaules des nouveaux dirigeants sénégalais qui dépasse le cadre du Sénégal. Et nous allons nous organiser, toutes les organisations PASTEF Africa vont se réorganiser pour voir comment ils peuvent être utiles à cette nouvelle vision africaine qui va sans doute être amorcée à partir de Dakar. Bon voilà, donc vous connaissez bien, j'avais préparé un petit historique sur PASTEF, mais vous connaissez PASTEF mieux que moi, puisque vous avez été là en 2014, lorsque c'est parti a pris naissance. C'est un parti 2014-2024 qui était composé à l'origine de 8 personnes. 8 des potes. Ils se sont tous retrouvés ensemble pour dire qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut continuer sur la voie qui est déjà tracée, ou bien il faut y voir une rupture pour faire émerger un Sénégal nouveau. C'était ça, au fait, la rencontre de ces 8 potes. Vous voyez où est-ce qu'ils en sont? Qui l'aurait cru en 2014? Qui l'aurait cru? Il n'y a que ceux qui ont des convictions. Il n'y a que les hommes de conviction qui peuvent bousculer ce que certains semblent évoquer comme un ordre établi et inébranlable. Il n'y a que les hommes de conviction qui arrivent à faire bouger les lignes. Bon, bien sûr qu'il y a eu des morts, bien sûr qu'il y a eu des blessés, bien sûr qu'il y a ceux nombreux qui ont perdu leurs biens, mais le résultat est là. Vous ne pouvez pas manger une omelette, sans casser les œufs. Il faut accepter de donner, faire don de sa personne pour arriver à des objectifs louables. C'est une très très belle leçon. Bon, lorsque les gens m'appellent pour dire que je souhaiterais parler à Ousmane Sonko, je leur dis, écoutez, laissez-les se reposer un peu, puisque ce qu'ils ont vécu, c'est incroyable. Je pense qu'il y a des scénaristes qui auront matière à écrire, puisque c'est quand même un acte historique. Mais qui l'aurait cru? Je pense que c'est un message pour la jeunesse africaine. On a un message, mais lourd, en termes de leçon à la jeunesse africaine. Et ça fait rappeler ceux en 1960, que ce soit ceux du nord, du sud, du centre, de l'ouest et de l'est de l'Afrique, se sont tous identifiés et se sont retrouvés pour une cause, la souveraineté africaine. Ils ont arraché les indépendances avec douleur, des pertes de vies humaines, mais ils l'ont obtenu. Certains, comme dans l'océan Indien, ont pris un peu de retard, 15 ans de retard, pour obtenir leur souveraineté. Mais ils se sont quand même retrouvés. Bon, maintenant, il y a une autre forme de souveraineté. C'était une souveraineté politique qui n'est pas encore effective, mais c'est un premier pas quand même qui a duré plus de 60 ans. Mais maintenant, 60 ans après, il faut penser à autre chose. 60 ans après, il faut penser à autre chose. Ben là, maintenant, c'est la responsabilité de notre génération. De dire que faire maintenant des années à venir. Bon, voilà les deux messages que j'ai tenu à formuler. Je tiens à remercier mes grands frères qui, avec moi, depuis l'Europe, ils sont de la diaspora.
nous avons mené ce combat en Europe, nous avons fait des déplacements dans de pays en Europe pour justement non seulement défendre Pasteur, non seulement pour défendre Ousmane Sonko et ses amis, Diomaye, mais aussi parler de l'Afrique. Ils étaient présents, ils sont encore présents, je tiens quand même à leur exprimer toute ma gratitude. Je remercie également les différentes organisations des jeunes. Il est l'un des représentants des organisations des jeunes africains qui sont ici au Sénégal, étaient présents dans nos différentes conférences de presse, dans nos différentes rencontres, qui ont mobilisé les jeunes africains qui sont ici au Sénégal pour cette cause. Il était important qu'ils soient présents ici aujourd'hui pour justement prendre la parole et puis exprimer, comme je l'ai fait à ma façon, exprimer aussi leurs sentiments par rapport au combat mené et puis par rapport aux défis à venir. Je remercie également monsieur le ministre, ancien ministre, M. Daoud Mohamed, qui était candidat aux dernières élections au Comores. Je ne dirais pas spolié, ici on parle des spoliés, mais là-bas on parle des victimes de la dictature. Donc il est le représentant des candidats aux dernières élections présidentielles au Comores. Il est venu ici au Sénégal, il a assisté à la cérémonie d'investiture. Mais au-delà de cette présence à la cérémonie d'investiture, il est aussi porteur d'un message d'inquiétude, d'indignation, de condamnation. Bon, j'ai eu l'occasion de vous parler d'Azali Assoumani. Je ne sais pas s'il est encore marabout de M. Macky Sall, ou bien s'il faut parler de l'ex-marabout de Macky Sall. Mais en tout cas, Macky Sall l'avait dit lui-même personnellement à l'Union africaine à Addis Abeba, qu'Azali Assoumani, ce n'est pas seulement mon ami, mais je vais vous dire une confidence, c'est aussi mon marabout. Il a dit, je ne sais pas s'il est encore comme marabout, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a mal conseillé Macky Sall, c'est Azali. Et je me demande même s'il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé ici au Sénégal, puisqu'il suffit de voir ce qu'il fait au Comores. Il suffit de voir le massacre qu'il fait au Comores. Et je pense que Macky Sall a eu le très mauvais conseil de sa vie. Et le très mauvais marabout qu'il ait eu de sa vie. En tout cas, s'il a eu un très mauvais marabout, c'est Azali. Bon, puisque, voilà. Donc, monsieur le ministre prendra sans doute la parole pour vous donner plus d'informations sur la situation préoccupante chez nous au Comores. Et puis, Boubacar Fall fera pareil, prendra la parole. Rabaté Selmov prendra la parole, et puis mon jeune frère, et puis il y a aussi la jeunesse comorienne qui est présente ici aussi. Je leur demanderai aussi de prendre la parole. Et puis on attend d'autres personnes qui vont venir tout à l'heure, qui prendront la parole également. Il y a des frères et sœurs des différentes organisations panafricaines qui sont dans leurs pays respectifs, qui souhaiteraient aussi prendre la parole pour exprimer aussi leurs sentiments par rapport à ce que nous avons vécu, et puis par rapport à ce qui nous attend aussi dans les prochains mois. Et je tiens à vous remercier. Je resterai à l'issue de leurs interventions à votre disposition. Voilà, merci. Bien, écoutez, vous savez, la cause africaine nous concerne tous. Que l'on soit de la diaspora ou qu'on soit resté au pays, nous nous devons de toujours penser Afrique. J'ai jamais compris les humains, je dirais bien les humains, ou les hommes ou les femmes, qui ne s'intéressent pas à la chose politique. Parce que c'est par la politique qu'on organise une société. Tous les actes de la vie dépendent de la politique. Quand on mange,
si on mange quelque chose de qualité, c'est parce que la politique a décidé d'une campagne agricole qui diversifie une alimentation conséquente qui permette de disposer d'une santé solide. Tel n'est pas le cas généralement en Afrique. Ce n'est pas le souci des politiques que d'aider les populations à bien se nourrir. Il est évident que celui qui ne se nourrit pas convenablement ne peut pas disposer d'une santé conséquente, solide également. Et si par malheur vous allez dans les hôpitaux, ça ne va pas non plus. Alors, et tout ceci est décidé par la politique. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre toujours les gens qui se désintéressent de la chose politique. Saint-Exupéry, disait, être homme, c'est être responsable. Il est bon d'avoir un degré de spiritualité, de croire en Dieu, mais Dieu aussi, il réagit de la manière où vous lui demandez de vous amener. Si vous êtes couché, il se couche à côté de vous. Si vous êtes debout, il se met debout à côté de vous. Si vous luttez, il est à côté de vous. Alors, les gens qui pensent que ça va tomber tout seul, non. Il faut se sacrifier, il faut aller au charbon, et pour cela, il faut travailler. Ce travail dépend de la vision des politiques, encore une fois, qui ont une vision, s'ils en ont une. Parce qu'en Afrique, généralement, on voit que tout est à faire. Donc, il y a du travail pour tout le monde. Si on n'arrive pas à donner du travail à tout le monde, notamment aux jeunes, c'est parce qu'on n'a pas une vision plausible. Et c'est le cas de la plupart des leaders africains. Ils prennent le pouvoir, mais ils ne savent pas où ils vont avec. Et généralement, pour s'imposer, ils veulent s'éterniser et s'imposer au pouvoir. Et ils le font avec l'autorité, l'abus d'autorité. Il serait temps donc temps les populations s'accaparent de la chose politique pour s'imposer et avoir une vie plus confortable, plus aisée. Tout passe par la politique. N'est-ce pas? Victor Hugo disait, ceux-là qui vivent, c'est ceux qui luttent. Donc tout passera également par la lutte. Le Sénégal a été un exemple de cette lutte. Une mobilisation générale, nationale, au niveau du Sénégal même, et nous autres qui étions dans la diaspora, nous avons su également nous mobiliser parce qu'on a vu des scénarios inattendus au Sénégal. Quand la première fois j'ai vu brandir des machettes au Sénégal, ça m'a paru si surprenant que j'en ai suffoqué. Hein. Et c'est là que l'idée de la CPI est venue. On s'est dit, il faudrait peut-être arrêter ces gens-là féroces qui menacent avec leur coupe-coupe de tuer pour s'imposer au pouvoir. Donc nous devions de nous mobiliser à l'extérieur aussi, ce qui a été très dynamique, puisqu'à chaque fois, et c'était même, ça a imposé le respect. Nous nous sommes retrouvés à la CPI, en Hollande, avec 500, nous étions plus de 500 personnes, 500 Sénégalais, venus de partout, de l'Espagne, de l'Allemagne, nous autres de France, de l'Italie, la Hollande elle-même, évidemment, et pour stopper cette tendance à la férocité, parce que le pouvoir rend fou. Quand généralement ils prennent le pouvoir, ils ne veulent pas le quitter parce que c'est le confort, alors que ce n'est pas là l'objectif. Celui qui fait de la politique, c'est parce qu'il s'intéresse à l'humain. Il aime l'humain. Celui qui aime l'argent doit faire des affaires. Et quand on a la chance de diriger des populations, on a des responsabilités qui obligent au respect de l'humain. Ne pas l'abuser, ne pas le torturer. Aujourd'hui au Sénégal, il y a des gens qui ont été tellement torturés qu'ils sont invalides, d'aucuns à vie, d'autres traumatisés, d'autres sont morts. Et c'est tout de même regrettable que cela se passe souvent sur ce continent, ce si beau continent, parce que si vous avez la chance de sillonner un peu l'Afrique, c'est d'une beauté exceptionnelle. Et pour vous dire qu'ils n'ont pas de vision de développement de nos pays, ils ne suscitent pas l'intérêt d'aller visiter d'autres pays d'Afrique.
c'est par obligation professionnelle souvent qu'on a l'occasion de nous rendre ça et là en Afrique. Et c'est d'une beauté exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il nous suffit simplement de nous mettre à l'œuvre, de travailler, pour que les autres communautés au plan international viennent migrer chez nous. Nous avons toutes les richesses. Il suffit de former les gens, de former les cerveaux et de mettre une dynamique de développement, tous secteurs confondus. Mais l'économie de nos pays, souvent, n'appartient pas du tout à nos pays, ne profite pas à nos pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité des dirigeants africains avec l'Occident. Il faut dire les choses de manière claire. Des pouvoirs qui restent 40 ans. Vous imaginez en Europe un pouvoir de 40 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est du temps des royaumes. Et ça me fait rigoler parce que, et amèrement, hein, parce que quand je vois des jeunes qui prennent des pirogues pour aller vers un Eldorado inexistant aujourd'hui, parce qu'il y a une crise qui frappe le monde entier. Et quand on nous méprise, quand il y a cette attitude de condescendance vis-à-vis de la communauté africaine, ça fait mal. J'ai vu une image de jeunes Sénégalais arrivés en Espagne qui couraient le long des nationales, des routes, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas où ils allaient, ils étaient attendus nulle part. Des organisations, des ONG donc, non gouvernementales, s'attelaient à les accueillir pour ne pas qu'ils meurent, gracieusement. L'Italie s'en est pris à la France, parce que la plupart du temps, la France a ce problème-là d'esprit colonial, de vouloir toujours rester et piller nos ressources pour le confort des populations par là-bas. Donc, alors que les Africains ont besoin de vivre aussi. Donc, nous nous devons de nous ressaisir. Et je m'adresse à nos frères africains, nous sommes panafricanistes. Nous souhaitons former un bloc africain, puisque tous les autres continents, pour la plupart, se sont constitués en bloc. Nous préférons rester éparpillés, de petites populations, 17 millions ici, 4 millions des fois même en Mauritanie. Ce n'est pas un pays. Il faut faire un bloc. Développer les liens de communication, qu'il y ait des trains qui y vont, ça et là, des bateaux, des avions, tout ça dans un cadre économique soutenu grâce à une formation des cerveaux, des jeunes, pour disposer de sa propre liberté et de ne se consacrer qu'au bien-être de ces populations. C'est comme ça que fonctionne l'Europe. Les pouvoirs en place dans ces pays-là sont très contrôlés. Et il faut qu'on arrive à une chose qui est symbolique, c'est que les urnes ne doivent plus être en bois, c'est terminé. Ça doit être transparent, qu'on voit très bien qu'il n'y a rien dedans avant de démarrer quelconque vote. Il faut commencer par le commencement. Il faut que tous signent des traités qui les obligent à respecter la volonté des populations. On ne peut pas venir abuser de la confiance des gens qui vous ont élus et ne jamais vouloir quitter le pouvoir. Ça doit être terminé. Désolé, le temps monte un peu parce que tellement on a tendance à... Voilà. Non mais le cas de l'Afrique est un cas éloquent parce que Dieu nous a tout donné pour être heureux. Hein? Ne serait-ce que le soleil qui sort tous les jours ici. Nous, on vit en Europe, on peut rester 2 semaines, on ne voit pas le soleil. Et avec ce soleil, on fait beaucoup de choses. L'électricité, on peut donner la lumière à tout le monde grâce à ce soleil-là. Vous allez à Dubaï, dès 16 heures, tous les immeubles sont illuminés grâce à l'énergie solaire. Ici, Dieu nous a donné cet ensoleillement tout le temps, on n'en fait rien du tout. Vous prenez le cas des ressources halieutiques, la mer, mais ça ne profite pas aux populations non plus. C'est la nature qui l'a amené à l'homme. Mais ils ne sont même pas capables de mettre des pirogues, du moins pas des pirogues, des chalutiers. Parce que les pirogues qu'il y a là, je donne le cas du Sénégal, c'est nos aïeux qui les ont conçus il y a plus de 400 ans. Qui ont coupé des arbres, qui les ont rafistonnés les unes les autres pour faire quelque chose qui n'est pas conçu pour la haute mer. Donc c'est dangereux. Alors pendant ce temps, il y a des chalutiers qui bien entendu, allaient embaucher du monde. Ils seraient 15 ou 20 par chalutier pour pouvoir mener une activité de pêche qui profite à la dignité humaine. Parce qu'ils auraient du travail, ils auraient des revenus et ils pourraient donc s'assumer. Mais on est dans un tourbillon par manque de vision de ceux-là qui dirigent les pays. C'est ça la vérité et la catastrophe de
de nos populations, enfin du moins de nos pays en Afrique. On demande le pouvoir, mais on ne sait pas quoi faire avec. Même faire du bon pain, ils ne savent pas faire. Nous, on le voit, hein? On voit comment le pain est fait de l'autre côté. Et ici, c'est symbolique le pain. Hein? Le pain ici, il est vide. Mais le président ne s'en occupe pas. Lui, il a peut-être les croissants le matin, des choses que... Voilà. Même si ça ne fait pas partie de notre culture. En tout cas, permettre la liberté d'expression aux populations qui désignent des gens qui soient respectueux de leur volonté. Je m'en arrête là. On aura l'occasion peut-être de revenir sur d'autres sujets, mais l'Afrique nous fait beaucoup mal et nous devons de faire un bloc. Le panafricanisme, il n'y a que cette solution-là. Nous y croyons. J'en ai terminé. Attends. Micro. Les micros. Salam alaikum. Je passe mon bonjour à toute la séance présente, les gens présents. Et je suis Kemoko Diakité. Je suis précédemment professeur d'économie-gestion en France. J'ai fait valoir mes droits à la retraite et je gère un organisme de formation professionnelle en comptabilité et gestion dans le cœur de mon métier. Alors moi, ce qui m'a surtout émerveillé, c'est le courage des amis comme Maître Saïd Larifou et d'autres qui, eux, ont sacrifié, ont vraiment abandonné toute activité pour aider PASTEF à aller au-delà à aller vers ses objectifs. Et ce qui m'a surtout en plus émerveillé, c'est que les déplacements qu'on a faits en Europe et tout, c'était en compagnie de cet ami Saïd Larifou, notamment à la Commission des droits de l'homme à Genève. Nous avons vraiment été présents et ça a été vraiment un combat, mais à la hauteur des enjeux. Au tout départ, moi j'étais un peu en retrait, parce que je me suis dit, ce qui se passe au pays, ça va s'arranger. Mais plus ça allait, moins les choses étaient, il y avait moins de promesses pour l'avenir. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, au tout départ, moi j'étais secrétaire général des étudiants du Parti socialiste, sous Senghor. Donc, avec votre permission, je vous dirais, Khalifa Sall, qui est actuel challenger, qui a été battu effectivement, il était dans les jeunesses socialistes. Quand moi j'étais dans le mouvement, j'étais chargé des finances. Cet homme, enfin, cette organisation m'a vraiment poussé à aller vers la bataille, parce que je me suis dit, jamais nous n'avons connu le phénomène qui se passe aujourd'hui au pays. On a vu des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui ont perdu, comment dirais-je, la vie, des gens qui ont perdu leur ménage, et tant d'autres phénomènes. Et donc on ne pouvait pas rester plastique par rapport à tout ça. Et c'est pourquoi moi, en réalité, je me suis impliqué aux côtés, surtout, curieusement, parce que j'aurais dû être le fer de lance, mais c'est des amis comme Saïd Larifou qui nous ont insufflé le combat vers l'international, à la CPI, et ainsi de suite. Et donc, pour ma part, je crois que je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il a dit. Je remercie encore une fois Saïd et aussi l'ami Babacar Fall. Et puis voilà, je pense que je vais m'en tenir à ça, et puis pour ne pas m'imposer la parole, parce qu'il y a d'autres qui doivent attendre. Je vous remercie. La jeunesse. Ouais. Bon, voilà, tout d'abord, je tiens à remercier pour la question
ceux qui ont initié cette conférence, à savoir mon très cher ami Seyd Larifou. Ce serait bien que chacun se présente. Bon, moi je me nomme Moustapha Diallo, je suis membre de PASTEF Sénégal, patriote africain pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc voilà, comme je l'ai dit, je tiens à le remercier de m'avoir convié à cette conférence de presse et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Donc cette conférence a pour objectif de remercier en quelque sorte le peuple africain. Mais moi je tenais à lui remercier personnellement d'avoir contribué beaucoup à cette lutte qu'on a menée depuis 2021 jusqu'à nos jours. Je me rappelle de ses plaidoiries au niveau de la Cour suprême où il disait voilà, aux juges que voilà, j'ai fait plus de 10 000 km pour venir plaider ici, s'il vous plaît, c'est au moins de regarder ne serait-ce que cela et appliquer le droit. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole, je pense que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Moi je suis juste là pour matérialiser l'unité africaine qu'on a toujours prônée. Donc je pense qu'au-delà des discours que l'on prononce, donc il est aussi important de parfois de matérialiser cela, c'est-à-dire d'assister aux activités des autres pays, même si par exemple ce n'est pas, comment dirais-je, ça ne te concerne pas personnellement, mais voilà, tu dois en faire une affaire personnelle. Parce que cette lutte qu'on vient de gagner d'ailleurs, ça n'a pas été seulement que sénégalais. Donc beaucoup d'Africains se sont mobilisés un peu partout dans le monde pour vraiment qu'on puisse y arriver. Donc je pense que si nous faisons aussi la même chose pour d'autres pays, on pourra libérer d'autres peuples. Donc j'insiste là-dessus, il faut vraiment que l'Afrique soit unie. Et voilà, le PASTEF, en l'occurrence, le président Ousmane Sonko l'a toujours prôné. Donc je me rappelle bien d'un extrait de son discours lors de sa libération au mois de mars 2021, lorsqu'il disait « Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie et de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix en dormi depuis trop longtemps. » Je pense que... Ah ouais. Je pense que pour y arriver, on doit être soudés, on doit vraiment mener des actions communes. Je me rappelle bien lorsque le peuple comorien avait des difficultés avec Azali qui les massacrait. J'étais là en tant qu'Africain pour lui apporter notre soutien. Je pense que ce sont ces genres d'activités-là qu'on doit intensifier un peu partout en Afrique pour vraiment permettre à l'Afrique vraiment de rehausser son niveau au niveau mondial. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. On le doyen. Vous n'aurez pas de mal à faire du montage après? Ah, ok. Montage, vous n'êtes pas le après, parce que je voulais me présenter quand même, je ne l'ai pas fait. Tellement j'avais... C'est Maître Babacar Fall. Non, c'est... Beaucoup de gens me confondent, je ne suis pas avocat. Parce que quand on a fait Genève ensemble, et donc il y avait Juan Branco et Maître Larifou, et moi je suis plutôt un consultant dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Et le panafricanisme, je l'ai essayé. J'ai sillonné beaucoup de pays pour aider l'Afrique à sortir de l'ornière. Mais souvent, c'est un secteur qui fait peur aux dirigeants. Parce que ça ouvre le pays au monde. Bon, maintenant, c'est Ousseynou Fall. Voilà, donc Ousseynou Fall, qui est un des membres éminents du pool d'avocats, l'ex-pool d'avocats de M. Ousmane Sonko et de PASTEF. Donc, Merci de lui rapprocher les micros aussi. je vous remercie beaucoup. Et je m'excuse du retard. C'est dû à certaines impondérables du Ramadan et une grippe méchante qui m'a terrassé après la victoire. J'ai tellement jubilé que... voilà. Donc, nous sommes contents
Enfin, je suis particulièrement content de revenir ici au lendemain de la victoire de notre client Ousmane Sonko. Il faut le dire, à un certain moment, on était à bout de souffle. On était à bout de souffle parce que on y croyait et souvent on avait l'impression d'être des faire-valoir d'une justice qui était déjà arrêtée où les dés étaient déjà jetés. Donc, c'est un sentiment de soulagement. Et je dirais, on est vendredi saint, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant. Parce que si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a une main invisible, une volonté divine qui a voulu que cette injustice, et cette injustice a assez duré avec le régime de Macky Sall. Macky Sall, il faut le dire, a inventé toutes sortes de mensonges, des mensonges d'État, des complots. On se rappelle de l'affaire Adji Sarr. On se rappelle de... On est même allé jusqu'à l'accuser de vol de portable devant sa demeure, alors que c'était un vendredi saint où il allait à la mosquée. Si j'insiste sur vendredi, c'est parce qu'on est vendredi. Et j'ai toujours dit qu'en fait, on est vendredi saint et Inch'Allah, Ousmane Sonko candidatera. Et Ousmane Sonko a candidaté. Même si c'est par un plan B ou par un plan C, en tout cas, le passé est au pouvoir. Donc, je salue un peu cette victoire, nous autres, surtout avocats. Nous autres juristes, dans la bouchure, ou dans son projet, Ousmane Sonko affirme surtout des valeurs fondamentales, des valeurs tenant aux droits fondamentaux, aux droits humains, à la liberté d'expression, des droits et des valeurs tenant à l'indépendance de la justice, des valeurs tenant au respect de la présomption d'innocence, des valeurs tenant au respect de la dignité des détenus. Et Dieu sait que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont bien placés pour en parler. Bassirou Diomaye Faye nous a dit qu'il a été détenu plusieurs mois durant, dans une cellule avec 2 autres personnes, une cellule d'à peine 7 mètres carrés. C'est pour vous dire quelle injustice, quelle ignominie avec ces régimes. Qu'est-ce qu'ils ont bavé, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Donc, je rends encore grâce à Dieu le Tout-Puissant. Que ces gens-là, que justice leur soit rendue. Nous, particulièrement, collectif de la défense de Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces procédures? C'était des procédures fast-track. C'est-à-dire, on malmenait carrément, on tordait le cou aux règles élémentaires de procédure. On ne respectait pas les délais de procédure, les délais d'appel. Tout ça pour éliminer Ousmane Sonko. Si on pouvait le détruire, on l'aurait détruit. Si on pouvait le tuer physiquement, on l'aurait fait. Mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Dieu a voulu qu'Ousmane Sonko vive. Ainsi, Assane Diomaye Faye, jusqu'à ce que la justice le soit rendue. Excusez-moi, comme mon dom va être fan, nous autres les fans, on a un peu le sang chaud. Ah oui, ça. Et on a l'habitude de ne pas caresser des choses dans le sens du poil. On a l'habitude de dire les choses telles quelles. Moi particulièrement, j'ai été suspendu dans ce procès parce que je me suis dressé contre un juge qui apparemment était corrompu. Un juge qui juge l'affaire de diffamation, à qui le pouvoir avait donné toutes sortes de gratifications.
de largesse pour qu'il ne dise pas le droit. Je me suis dressé contre lui, j'ai été suspendu et je dis alhamdulillah. Si c'était à refaire, je l'aurais fait. Parce qu'après 40 ans de barre, je n'ai plus rien à attendre de cette justice, que la justice elle-même, que la justice soit totalement rendue, toujours rendue. Je profite de cette occasion aussi pour rendre hommage à Saïd Larifou. Saïd Larifou, vous l'a dit, il a traversé Montego pour venir 10 000 km pour venir assister bénévolement notre client commun Ousmane Sonko. Ce n'est plus un confrère, c'est un ami, c'est un frère. Parce que après plusieurs mois de collaboration, on s'est familiarisé, je connais sa famille, il connaît ma famille. Quand je vais à Paris, je suis chez lui. Quand il vient chez moi, on est pratiquement tout le temps ensemble au Sénégal. Donc je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Et je profite de cette occasion aussi pour lui dire que nous sommes de tout cœur avec le combat qu'il mène dans le cadre de sa lutte contre Azani. Parce qu'il faut le dire, c'est un opposant comme Ousmane Sonko qui a été injustement exilé du fait de ses opinions politiques. Par conséquent, nous avons le même combat que lui. Pactef Pomor qu'il a créé, ainsi que d'autres Pactef sur le plan africain, je pense que suivons le flambeau du Pactef Sénégal du projet d'Ousmane Sonko. Je vous remercie. Avant de céder la parole au ministre, Mohamed Daoud. Oui, donc je tiens quand même à rendre hommage à mon confrère, ami et grand frère, le doyen, notre doyen, Ousseynou Fall. C'est vrai, la première fois je suis venu assister Monsieur le Président Ousmane Sonko dans le cadre de l'affaire en diffamation. Je suis arrivé et la veille du procès, on l'a cherché partout au Sénégal, à Dakar, pour lui signifier sa suspension. La veille du procès. Il était traqué, recherché partout, puisqu'il fallait absolument lui notifier cette décision de suspension pour l'empêcher de ne pas être à l'audience. Ça, je m'en souviens. Et j'ai choisi l'avocat, avec un grand A, qui, malgré cette suspension, c'est l'image que je retiens de lui, qui est venu dans la salle d'audience sans la robe, mais l'avocat était là. Qui est venu dans la salle d'audience, on lui a clairement dit que vous n'avez pas droit à la parole, mais vous pouvez tout faire à un avocat sauf l'empêcher de ne pas prendre la parole. Sans la robe, mais il a pris dans la salle d'audience. Ça, pour moi, je tenais quand même à faire remonter cet élément extrêmement important. Bon, sans compter aussi la veille, alors que notre confrère Branco devait être avec nous à l'audience, il a été, pas empêché, c'est un mot gentil, mais il a été brutalisé et refoulé aux frontières, la veille également. Ça, ce sont des éléments de l'histoire qui méritent d'être soulignés pour rendre hommage à ces courageux avocats qui ont fait don de soi pour la cause. Bon voilà, je tenais à le dire. Voilà. Bon, je cède maintenant la parole aux représentants de l'opposition comorienne. Et je suis aussi leur avocat. Par ailleurs, je suis aussi leur avocat. Voilà. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Maître Larifou et les autres ont parlé du Sénégal, de la situation, et Boubacar
On a dit qu'on devait parler Afrique aussi. Et ils m'ont ouvert la voie pour parler de comment. Et merci, mesdames et messieurs les journalistes, d'être venus à cette conférence de presse. D'autres parmi vous, de Simon, au lendemain de la fête nationale du Sénégal, mais également de l'investiture de son Excellence, M. Bassirou, dans ses fonctions de président de la République. Qu'il s'agissait d'un événement historique, une leçon de démocratie pour l'Afrique, et je me devais aujourd'hui de féliciter le peuple sénégalais et saluer aussi le courage et la détermination de la jeunesse sénégalaise, qui a donné une leçon de démocratie à tous les jeunes africains. Parce que sans cette élection et sans cette jeunesse, on ne serait pas là aujourd'hui. Je me rappelle d'Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Il disait qu'un bulletin de vote est très puissant qu'une balle sortie dans un fusil. Et les jeunes, la jeunesse sénégalaise l'ont montré avec le. Je voudrais aussi saisir cette opportunité, m'acquitter d'un devoir, remercier nos frères sénégalais de l'honneur qu'ils ont fait de nous avoir invités à participer à cet important événement. Je remercie également les organisateurs de cette conférence, notamment avec le FOU, notre conseil, qui m'a permis de prendre la parole aujourd'hui au nom du collectif des 5 candidats de l'opposition comorienne qui ont participé aux dernières élections présidentielles. Je vais me présenter, moi c'est M. Eduardo Delahmed, maître l'a dit tout à l'heure, je voudrais aussi le rappeler. J'ai été candidat en 2016 avec maître sur 27 candidats, si je me rappelle bien. Il est arrivé 5e, moi je suis arrivé, non 4e, c'est ça. Moi je suis arrivé 7e. Mais au moins c'était des élections et tout le monde avait reconnu. Cette fois-ci, avec la situation, il s'est trouvé obligé de s'exiler à l'étranger. Mais la leçon que je retiens de cet exil, c'est mieux qu'il soit exilé. Parce qu'aujourd'hui, cet exil a permis de faire un travail très important pour notre pays, pour l'Afrique en général. En 2024, il n'a pas pu se présenter. Mais nous qui sommes restés au pays, nous avons quand même continué le combat et participer pour préserver la démocratie autrement, malheureusement. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité nous rencontrer devant le monde entier et les Comoriens de l'intérieur comme de la diaspora qui nous écoutent et qui nous regardent pour communiquer, informer l'opinion nationale et internationale sur la crise post-électorale qui prévoit une de Comores suite à la publication des résultats fabriqués par la commission électorale soi-disant indépendante. Maître l'a expliqué tout à l'heure de manière brève les élections, comment ça s'est déroulé. Mais je voudrais porter à votre connaissance le 14 janvier 2024. Et ce jour-là, je préfère vous exposer les faits pour que vous compreniez un petit peu la situation. Ce jour-là, les électeurs sont présentés aux yeux dans les bureaux de vote à l'heure qui a été fixée au territoire national. Malgré ça, mais à 14 h, les représentants des candidats ont été expulsés sans fondement juridique par les bureaux de vote. Et les militaires se sont permis de ramasser les yeux. C'était une organisation bien planifiée et que personne ne pouvait empêcher. Moi-même, j'étais témoin de cette situation en juin parce que j'étais là-bas. Et aucun dépouillement n'a été fait dans les bureaux de vote, ni la présence des représentants des candidats lors de ces dépouillements. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que
le même jour, dans la journée, la CENI a annoncé un taux de participation de 100%. Le 16 janvier, le jour de la proclamation des résultats, ils ont annoncé un taux de participation, non, 60% le 14, et le 16, ils ont annoncé un taux de participation de 16%. Vous avez déjà les incohérences des chiffres. Pire encore, la Cour suprême, on ne sait pas par quelle magie, le 24 janvier, quand ils ont publié pour valider ces résultats fabriqués, ils ont annoncé un taux de participation de 56%, sans pour autant expliquer le nombre de voix qui ont été rajoutées pour permettre de tirer le taux de participation à 56%. Donc, malgré toutes ces régularités, nous avons, sous le conseil de Maître Larifou, déposé des requêtes auprès de la Cour suprême qui n'ont pas été prises en compte, parce qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire, malgré tous les preuves que nous avons disposées, des vidéos, des images, des témoignages, mais la Cour a décidé des résultats. Je tiens ici à saluer la jeunesse comorienne parce qu'ils ont dénoncé ces résultats. Vous savez tous, il y a eu des blessés, plusieurs blessés, il y a eu des morts. Alors je vous parle, il y a eu des jeunes qui sont détenus arbitrairement dans les casernes de la gendarmerie depuis plus de 2 mois sans pourtant se présenter devant un juge. Violation des procédures, comme le doyen vient de le dire. Parce que ce qui se passe ici, puisque c'était une équipe, Macky Sall et Azali, a plus de répercussions au Comores. Donc c'est un mode opératoire. Donc face à cela, nous avons opté pour une stratégie de 3 volets. D'abord juridique, utiliser tous les voies légaux dont nous disposons pour faire annuler ces résultats et demander l'organisation de nouvelles élections. Nous avons entamé aussi des démarches diplomatiques, rencontré des pays, saisi des chefs d'État, et je tiens à saluer certains pays qui ont témoigné leur soutien à notre combat, notamment les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Union européenne, qui ont demandé des explications par rapport aux résultats qui ont été publiés, qui n'ont pas reconnu ni félicité le président Azali. Tout ça, on fait qu'aujourd'hui, à partir du 26 mai 2024, Azali a souffert d'une légitimité, d'un problème de légitimité et de légalité. Donc nous travaillons pour organiser des états généraux, pour proposer des solutions de sortie de crise qui permettraient à notre pays de respirer, et nous comptons suivre la voie qui a été tracée par le pasteur ici. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que c'est une leçon de démocratie et qu'enfin nos différents pays puissent se développer sur la base de la démocratie et de la liberté. Voilà à peu près ce que j'avais à dire par rapport à la situation en Comores, mais je pense que cette histoire du panafricanisme, il faut un travail pédagogique. Faire découvrir les Africains entre eux-mêmes, se découvrir. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe au Sénégal, bien qu'auparavant, je l'ai toujours su, mais j'ai pu avoir des éléments davantage par rapport à la situation. Et même que j'ai pu partager la situation qui prévaut au Congo. Voilà ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, vous savez, on est vendredi et qu'en tant que musulmans, nous devons aussi rendre la grande prière. Sinon, il y a beaucoup à dire par rapport à cette situation. Et je suis disposé à répondre à vos questions, si jamais. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Bakiri Nahmid.
Je suis étudiant comorien, résident ici au Sénégal. Si on me donne la parole, je ne pouvais pas refuser. Normalement, je dois parler, même si 1 minute. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour continuer le combat mené par nos dirigeants, nos grands frères, pour que demain, nous et nos enfants puissions avoir une bonne vie et un avenir meilleur, bien un avenir radieux. Donc je tiens à féliciter l'ex, parce qu'avant qu'il est maître, mais il est aussi ex-ministre des Affaires étrangères, si je me souviens très bien, et l'ex, voilà, et aussi l'ex-ministre des Intérieurs. Donc je vais arrêter là et vous remercier, vous tous. Donc je vous dis merci beaucoup. Bon, maintenant, j'aurais voulu rajouter quelque chose sur les Comores, si vous permettez juste. Vous verrez avec les montages, ça va mieux. Alors, la relation qui a eu, la relation entre les Comores et le Sénégal est une relation séculaire. Ça date d'il y a des centaines d'années. Les Sénégalais sont partis là-bas et aujourd'hui j'apprends qu'il y a des professeurs comoriens, c'est ce matin que vous me l'appreniez. Donc c'est symbolique d'une Afrique unie. Seule solution pour sortir ce continent de l'ornière. Je remercie la communauté comorienne de France, sous l'égide de Maître Lalifou et de notre ami Kassim, sont toujours venus nous soutenir lors des manifestations hebdomadaires. Je dirais bien hebdomadaires, parce que tous les samedis, on savait se retrouver sur une place, ou la place de la République à Paris, ou la place Trocadéro, et faire une marche. Ils étaient toujours à nos côtés. Donc j'en appelle à la communauté sénégalaise de Paris, de France. Nous nous devons de renvoyer l'ascenseur à nos frères comoriens. Nous allons nous constituer pour à chaque fois organiser la même chose qu'on a fait pour le Sénégal, organiser des marches, pour que Azali ne se sente pas non plus en paix. Parce que ces dictateurs-là, il faut les perturber, il ne faut pas qu'ils aient le sommeil tranquille. Celui qui perturbe toute une communauté dans sa vie, qui devrait être une vie de décence, mérite également d'être secoué. Donc nous le déclarons à M. Azali, nous viendrons nous occuper de votre cas aussi. Nous allons nous mobiliser partout en Europe et ailleurs, aux États-Unis aussi, pour faire savoir ce que vous faites chez vous. Nous allons déloger tous les dictateurs africains pour que nos populations soient respectées. Ils ont une dignité. Que les instances internationales comprennent très bien que les Africains ont besoin de recouvrer leur dignité. Et c'est dans une légitimité totale. Voilà ce que je voulais dire à la communauté sénégalaise, de soutenir les frères comoriens pour que l'on puisse libérer ce pays qui est frère également. Merci. Je vis en Europe depuis belle lurette, une cinquantaine d'années je dirais, mais on n'a jamais oublié l'Afrique. Pendant 20 ans, pour ce qui me concerne, j'ai sillonné l'Afrique au titre de consultant dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie. J'ai fait une dizaine de pays. Souvent, je me rendais même dans des pays où on entendait crépiter les balles la nuit. Et alors que j'étais au ressort. C'est vous dire que c'est risqué, tout ceci est risqué, mais nous devons de le faire. C'est nous qui ne le ferons pas nous-mêmes. Personne ne viendra nous libérer si ce n'est les Africains par eux-mêmes. Symboliquement, j'ai eu une demande du Congo RDC, et là je le soumets à Maître, qui me disait, mais dites à M. Sonko de venir nous libérer. Donc ça c'était une demande, une requête à Paris, samedi dernier, des Congolais. Je dis non, il n'appartient pas à Ousmane Sonko de venir vous libérer. Prenez-en l'initiative et on vous soutiendra. Il est certain que dans ces pays-là, la dictature est bien plus féroce. Macky Sall à côté pourrait même être un gentil bonhomme. Mais ce qu'on a fait à Macky Sall, là, qui est parti, nous allons faire la même chose à tous ces dictateurs qui sont dans la folie du pouvoir, parce qu'à un moment, ils ne voient pas Dieu, ils ne voient pas le prophète, ils pensent qu'ils sont Dieu et prophète. Il va falloir les aider à sortir de là. C'est une folie, c'est un traumatisme.
Ce pas des gens normaux. Ils sont dans autre chose. Donc il faut les aider à sortir de leur folie pour que les gens puissent regagner leur dignité et leur sérénité. Voilà ce que je vais dire. Merci. Je voulais juste rajouter, compléter M. Bakar par rapport aux relations comoro-sénégalaises. On n'est pas des pays amis, on est des pays frères. Vous savez que le premier président comorien, il avait comme conseil juridique sénégalais. Donc c'est tout à fait naturel si aujourd'hui M. Larifou fait partie des conseils de l'association. Il nous a envoyé l'ascenseur alors. C'est naturel. Mais on a mené le combat et c'est d'une fierté. Mais si on est l'Europe pour aller dire non, non à la dictature. D'accord. Vous avez des questions, je pense. On a des questions. Question ou rajout? Ah, je vous laisse la place. Oui, allez-y. Je vous laisse la place. Il y a de la Mauritanie. Ah, il y a de la Mauritanie. il y a des choses à faire là-bas aussi. Il y a la parole là. Il y a un C'est des travail. bandits qui sont là-bas Il y a aussi. un travail à faire là-bas. Ah oui, oui, c'est des voyous. Bonjour à tous et à toutes. Je salue tout le monde. Je m'appelle Djaliban Diawara. Je suis mauritanien. J'étais là depuis mon lycée. C'est ici que j'ai fait mon lycée à Karim Baïpal. Les gens qui connaissent ici, au Sénégal, Karim Baïpal, c'est très loin d'ici. Mais je suis venu ici parce que c'est important pour moi. Je me rappelle bien, lorsque je suis venu ici au Sénégal, j'étais CDG. Et je me suis regretté pourquoi ne pas venir faire au collège même. Parce que j'ai compris l'importance de l'Afrique, l'importance de mon pays. Je crois que nos doyens a tout dit. Mais aujourd'hui en Afrique, pour moi, d'après mes analyses, on a deux combats. C'est combat externe et interne. Parce que on a des leaders, on a des combattants qui sont déterminés, qui sont là pour le peuple. Mais il y a certains qui les empêchent toujours. Maintenant, nous les jeunes, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de prendre nos destins en main. Parce que quand on dit peuple, tout le monde parle peuple, toujours c'est les jeunes. Donc, il y a certains qui n'ont pas, c'est-à-dire, je vais dire un proverbe soniqué, je traduis ça en français, dit que si ton père te donne un grand boubou, toi-même il faut mettre une poche. Ça sera plus bien. Nous aussi, on a un leader qui est là pour la jeunesse, qui est là pour le peuple, il se nomme Brown Daoulabe, qui est toujours là pour la jeunesse. Donc, le pan-africanisme, c'est important pour nous, parce que le pan-africanisme, c'est pour la jeunesse, surtout la jeunesse africaine. Donc, tout ce que je peux dire, c'est remercier M. Larifou, il m'a invité, et je dis que je vais tout faire. Aujourd'hui, c'est vendredi, mais je vais tout faire pour venir ici. Et il m'a dit c'est loin, mais c'est important pour moi de venir ici. Et je remercie tout le monde. Merci. J'ai une question pour nos doyens sénégalais qui sont ici, si c'est possible. Est-ce que vous êtes déterminé, c'est-à-dire vous êtes prêts à venir nous aider, nous les jeunes Comoriens? Vous êtes prêts à venir en Comore ou bien à faire tous les moyens d'aider les citoyens comoriens? C'est ma question. Nous sommes certainement disposés, hein, parce que, comme je dis, les Comoriens sont toujours à nos côtés lors de nos manifestations à Paris et ailleurs en Europe. Et ça nous encourageait, on sentait une solidarité pour la même cause. Parce que nous souffrions de gens totalitaires. Quelqu'un qui veut tout prendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que Dieu n'a donné à l'humain qu'un seul instrument. Il n'y en a pas deux, hein. Il n'y a pas un être humain qui ait deux instruments. Ou plus, non. Alors, avant de le remplir et de vraiment bien l'étoffer, il faut laisser les autres aussi disposer de leur légitimité à se nourrir convenablement et tout ça.
Donc c'est d'où le fait que je disais, il faut que les humains, les Africains s'intéressent à la chose politique. Parce que ici, la politique, elle est perçue comme étant une bande de voyous, et effectivement, c'est des voyous pour la plupart d'ailleurs. Mais c'est autre chose. C'est s'occuper des humains. C'est noble hein, comme démarche. Quand on voit des enfants qui sont dans la rue ici, livrés à eux-mêmes, qui vont chercher à manger eux-mêmes, et qu'on se dit croyants, en quelle religion sommes-nous là? Des enfants, 5-6 ans, on leur demande d'aller chercher à manger. Les responsables politiques, ils sont où? Vous allez à l'hôpital Paris, ils n'arrivent pas à se soigner. Le plateau technique n'est pas bon parce qu'on a détourné l'argent du pays à des fins personnelles. Et on laisse le pays en rade. C'est ça qu'il faut arrêter. Toutes ces violations des droits de l'homme, il faut les arrêter. Donc, ça va démarrer certainement, il y a un nouveau souffle, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de panafricanisme, mais il y a un premier souffle là qui vient de surgir. Il faut que l'on aille plus loin, étape par étape, et aller jusqu'aux Comores, libérer les Comores, et c'est pourquoi je disais, Azali, qu'il s'attende à ce qu'on vienne s'occuper de son cas. On va parler de lui à l'international, comme on a fait pour Macky Sall, qui a fini par quitter le palais. Parce que s'il n'y avait que lui, il ne quitterait pas. Le matelas est très doux. Hein? Donc une fois là-dedans, on ne veut pas quitter. On mange la bonne chair pendant que le peuple mange du poisson séché. Hein? Donc, tout cela, il faut l'arrêter. Ils sont dans des tourments de folie. Si vous ne les arrêtez pas, ils ne quitteront pas. Et c'est pourquoi ils tuent. Parce que quelqu'un de normal ne tue pas son prochain. Quelqu'un de normal ne tue pas. D'accord? Si on en arrive à tuer, je ne dis pas une personne, 2, 3, mais une centaine, c'est qu'on est dans une démence. Voilà. Donc, et ceux-là qui sont acolytes, qui mangent autour du bol, ils les mettent dans des pulls. Tu es le plus beau. Et le bonhomme, il se dit, ah bon, je suis très beau. Hein? Donc, il ne quitte pas. Il faut les aider. C'est une manière de lutter, c'est les aider à partir. Voilà. Mais les Comores, nous allons nous occuper de ça. J'ai dit à Maître que nous allons constituer un noyau dur pour faire la même chose qu'on a fait pour le Sénégal. Voilà. Alors, pour ma part, je crois que ce qu'il va falloir organiser, c'est que les aides sont multiformes. Moi, pour ma part en tout cas, je vous garantis quelque chose, c'est que s'il y a des contributions financières, des trucs comme ça, vous pouvez me saisir, on va me donner ma contribution. Parce que sur le plan disponibilité, je ne suis pas, je dis encore une fois, très disponible. Je suis, lui il le sait, je suis très rarement dans les manifestations même du PASTEF, alors que je suis dans le MONCAP du PASTEF en France. Donc je suis membre du PASTEF et je suis membre des cadres du PASTEF. Mais très rarement dans les manifestations. Par contre, les contributions, là, je dirais, je suis... il est actif. Non, là, je suis très actif. Mais là, ce que vous faites déjà, c'est une forme de contribution. Voilà. Là, votre présence ici, c'est déjà une forme de contribution. N'hésitez pas. Et je me demande même si ce n'est pas la contribution la plus précieuse. Voilà. N'hésitez pas, la présence, oui. N'hésitez pas à saisir les différentes organisations pour les contributions financières, parce que c'est très important aussi. Quelquefois, quand les gens vont sur place, ils ont des blessés. Je me rappelle quand il y avait des blessés sur Ziguinchor et tout ça, on a fait une contribution immense. Parce qu'à l'époque, les cavaliers du PASTEF à Dakar nous ont fait comprendre qu'il n'y avait rien dans les caisses et qu'il fallait quand même faire quelque chose. Donc on a vraiment contribué à la hauteur de nos moyens en tout cas. Donc n'hésitez pas pour ça. D'accord? Monsieur le journaliste, vous avez une question? Oui, j'ai deux questions. Concernant aussi son contrôle et le président Bassirou Diomaye. Après sa prestation de serment, il entre en fonction. Maintenant, vous, en tant que PASTEF Africa, avez-vous un message à lancer au nouveau chef de l'État? La deuxième question, ça concerne la cause panafricaine. Qu'attendez-vous du nouveau chef de l'État? Au nouveau chef de l'État, d'abord, mes voeux de réussite dans ses actions, et puis mes voeux de réussite également au Sénégal. Voilà. Bon, maintenant, il l'a dit, hein, que chaque bulletin de vote qui ont amené
qui l'ont emmené jusqu'à obtenir 54,28%, chaque bulletin de vote, et pour lui, est une dette morale. Voilà, il l'a dit, je le répète, c'est une dette morale. C'est un bulletin d'espoir. Tous les bulletins qui se sont additionnés jusqu'à arriver à 54,28% au premier tour, c'est un bulletin d'espoir. Et je le connais, je connais Ousmane Sonko. Ils ont déjà fait don de leur personne, non pas pour jouir le pouvoir pour le pouvoir, mais pour être au service de la nation et du peuple sénégalais. Bon, maintenant, l'Afrique, nous n'avons pas émis un bulletin, mais nous avons soutenu. Je me rappelle lorsqu'il y a un ami sénégalais qui faisait mon affiche avec Diomaye et puis Ousmane Sonko, il a dit « je vote ». Ousmane Sonko, Diomaye, j'ai dit « non, je ne vote pas, je soutiens ». Vous voyez, je dis non, rectifiez, mettez je soutiens, mais je ne vote pas. Non, donc il y a ceux qui ont voté, il y a ceux qui ont soutenu. Et le soutien des Africains, c'est un soutien aussi moral. Et puis parce que nous voyons en leur démarche un espoir. Si aujourd'hui mon petit frère parle des Comores et dit est-ce que vous êtes disposé à nous aider, c'est parce qu'il y a un espoir. Pas seulement des Comores, mais l'espoir de tous les peuples d'Afrique. Et cet espoir est venu ici. Et par ici, voilà. Et il faut dire les choses. L'Afrique est très fière du Sénégal. Voilà. Ça, c'est le message panafricain, c'est que l'Afrique est très fière du Sénégal. Je me rappelle, après l'élection, la victoire, et demain, moi, je suis retourné à Paris. Je suis arrivé dans une salle d'audience lorsque mes confrères et même la présidente du tribunal, la cour d'appel de Paris m'ont vu. Et tout de suite, ils ont partagé cette victoire avec moi. Ils sont venus me saluer pour... Vous voyez, bon, donc, cette victoire a été saluée par tout le monde, au-delà même de l'Afrique. Et c'est une très belle leçon que l'Afrique a donnée aussi à certains qui pensent qu'ils sont les seuls capables de parler de la démocratie, voire même la pratiquer. Bon, donc, oui, nous partageons cette fierté. Et je vais même très loin. Je ne vais pas lui dire de quoi il s'agit. Mais nous avons un prix spécial pour le peuple sénégalais. Merci. Et ce prix-là sera connu dans les prochains mois, prochaines années. Puisque le peuple sénégalais mérite une distinction et nos organisations réfléchissent et vont très prochainement, Inch'Allah, faire savoir au monde entier le prix décerné, non pas un pouvoir, puisqu'il faut faire la différence, mais il y aura un prix décerné au peuple sénégalais. Bon, ça, le monde entier le saura dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais nous y travaillons. Puisque je pense qu'il faut que nous arrivons en Afrique à distinguer les meilleurs, nos champions. Il faut valoriser nos champions. Comme ça, ça va pousser les autres aussi à faire autant. Et les cancres, il faut les sanctionner pour qu'ils deviennent meilleurs aussi. Puisqu'il y a des cancres, et puis il y a les meilleurs. Donc les champions, nos champions, c'est le peuple, notre champion, c'est le peuple sénégalais, donc il sera distingué. Et puis les cancres, bon, ils auront leur distinction. Donc, bon, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, je pense que cette victoire est la victoire du peuple sénégalais. Et cela mérite d'être soutenu, mérite d'être dit partout. Donc, que ça inspire d'autres peuples aussi à se libérer. Voilà. Et nous ne voulons pas que ce qui s'est passé ici soit banalisé. C'est tout sauf un acte banal. Moi j'ai quelques préoccupations, mais bon, puisque le temps presse et puis bon, nos confrères ont déjà beaucoup de trucs, ont pris beaucoup d'éléments. Je voulais juste résumer quelques trucs, quelques points que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que quand on parle de la victoire à la présidentielle cette année, tout nous ramène au président Ousmane Sonko. Alors, ce dernier-là,
dans sa longue marche vers le pouvoir, il a toujours eu à l'idée d'imposer un rapport de force avec le pouvoir sur place. Il a toujours été focus sur le rapport de force. Alors, ça a été favorisé par un certain nombre de facteurs, dont la presse qui a vraiment joué le jeu, parce que si la presse elle est libre et indépendante, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a aussi le cas des réseaux sociaux. Alors, vous comptez vous organiser pour, je pense, faire la même chose dans les autres pays. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de la configuration de ces pays-là, manque de démocratie, les marches sont interdites, etc., comment comptez-vous vraiment vous organiser pour essayer d'imposer ce rapport de force-là aux différents pouvoirs dictatoriaux, je dirais comme ça, qui sont sur place dans les pays respectifs, comme vous le dites, 40 ans, pendant 40 ans au niveau du pouvoir. Vraiment, ces choses-là doivent cesser aujourd'hui. Alors, ma question c'est de savoir comment comptez-vous vous organiser vraiment pour venir à bout de ces pouvoirs dictatoriaux-là. Deuxièmement, vous avez parlé de Pastef, vous avez parlé de 8 personnes, etc. Mais c'est parce que, globalement, la jeunesse a eu droit dans ce groupe-là. Ils étaient relativement tous jeunes. La preuve, le président, il a moins de 45 ans. Sonko lui-même, il est dans ce siège-là. Donc, c'est parce que ces gens-là étaient jeunes. Et ils avaient tous, ça a été le cas du candidat du pouvoir, le candidat Amadouba, qui est crédité d'avoir beaucoup de sous. Malgré tout, ça n'a pas fait que les gens ont voté pour lui. Parce que, comme je le disais, le niveau de conscience est arrivé à un niveau tel que, même quand vous avez de l'argent, les gens peuvent prendre, mais aller voter selon leur conscience. Il y a eu aussi des institutions fortes, des juges qui pouvaient, malgré tout, quoi qu'on dise, prendre des décisions qui ne vont pas forcément en faveur du pouvoir en place. On a vu comment, on peut dire, le président Diomaye s'est faufilé entre les mailles du filet pour pouvoir être candidat quand même. Parce qu'il fait partie d'un parti qui a été dissous, cette candidature-là, parce qu'il a essayé de déposer un recours. Ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que les institutions aussi ont leur rôle à jouer. Ce qui n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, forcément le cas dans beaucoup de pays, vous le savez même. Donc, je pense qu'il y a toutes ces conjonctions de circonstances qui ont favorisé cette émergence, cette envie en Afrique, au Sénégal, de changement. Donc, c'était un peu quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Et quelque part, je pense que j'ai noté quelque part, Maître Fall, voilà, vous avez parlé de grands ensembles, d'économie forte, etc. Alors que le président Diomaye, ça c'est la seule question, durant la campagne, a parlé de monnaie, qui a suscité beaucoup d'interrogations. Le Sénégal, d'après le président Diomaye, veut avoir sa monnaie. Alors que vous parlez de grands ensembles, vous avez cité l'Europe, etc., etc. Quelle est votre position sur cette question de la monnaie? La question de la monnaie, c'est la liberté. Aujourd'hui, cette monnaie CFA prive nos pays sous cette dictature. C'est une forme de dictature aussi. Hein, prive nos pays de 50% de leur richesse qu'ils donnent gracieusement à la France. La France met cet argent sur les marchés financiers, dégage encore des bénéfices et leur prête de l'argent. Donc les endette. Et plus vous êtes endetté, moins vous en sortez. Donc on vous engloutit. Il faut sortir de tout ça. C'est du théâtre, sincèrement. Il faut que, moi je dis, il faut qu'avant qu'on ne quitte ce monde, il faut arrêter ça. On vit. Parce que tout ça est parti du complexe du fait de l'histoire. Hein. On a été colonisé, l'autre nous a toujours opprimés, nous a inculqué sa culture. Là, on ne parle pas en Wolof, on parle en français. Bon, c'est peut-être une richesse quelque part aussi, hein, si on est de pays différents. Mais, moi, dans mes vidéos, enfin, il est arrivé que je fasse des vidéos, je dis à Macron, arrêtez. On en a marre. Vous prenez nos richesses, vous dites à nos enfants, ne venez pas, et vous sévissez chez nous. Vous soutenez des dictatures. Et je puis vous dire, hein, là je vais lui envoyer la musique. Moi j'habite non loin de
c'était la nouvelle, c'est la langue française. Je suis à 10 minutes. Et le jour où récemment il est parti là-bas, je suis parti avec mon épouse, qui est très active aussi, hein, pour qu'il me serre la main sous les médias. Là. J'allais lui tenir, même depuis qu'on l'a giflé, malheureusement, il ne va plus dans un public comme ça. Je voulais lui tenir la main et lui dire, écoutez, dites la vérité aux Français, arrêtez de soutenir les dictateurs africains. J'allais lui parler comme ça. Moi, je m'appelle Fall. Dans nos familles, les Fall, ils ont toujours combattu la colonisation et tout ça. Hein. Donc j'allais lui dire, arrêtez de leurrer les Français, dites-leur ce que vous faites en Afrique. Et là, s'il m'écoute, qu'il arrête de soutenir les dictateurs africains et il n'y aura plus d'immigration. Il n'y aura plus d'immigration. On a assez de richesses si on les développe avec honnêteté, avec probité, mais nous sommes des pays prospères par essence. On a tout, du diamant, de l'or, tout, sous nos pieds il y a tout. Il y a l'heure de la prière. On pourrait... Par rapport à votre problème de la monnaie, ce n'est pas le problème de la monnaie en soi, ce sont les mécanismes qui sont mis en place. Ils appauvrissent l'Afrique. Donc il faut revoir ces mécanismes et après le reste. Bon, quant aux spécificités de chaque pays, effectivement, il y a des Afriques et non pas une seule Afrique, avec des spécificités pour chaque société. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des fondamentaux, des valeurs universelles qui sont partagées par toutes les sociétés, et notamment en Afrique. Il y a des points de convergence, il y a des points communs, puisqu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, et tous les peuples d'Afrique se sont tous sentis sénégalais. Se sont tous sentis sénégalais, tous les peuples d'Afrique. Donc, s'ils se sont sentis sénégalais, c'est parce qu'il y a des valeurs qui ont été mises en évidence et défendues par le Sénégal. C'est cette valeur de liberté. Et toutes les libertés, la démocratie, c'est dans les constitutions de tous les pays d'Afrique. Donc, on ne viendra pas aujourd'hui nous dire qu'en Mauritanie, c'est impossible, parce que Mauritanie, c'est une autre société à part, on ne peut pas parler de liberté. Non. Bon. Et puis après, ça a été dit tout à l'heure, il y a des approches, il y a des stratégies à mettre en place, et puis il y a aussi une éducation aussi civique à mettre en place. C'est, à mon avis, ça va être l'un des travaux que nous allons mener, puisque nous n'allons pas tout de suite dire que, écoutez, il y a un tel schéma, on va l'imposer. Non, il y a toute une approche, il y a tout un travail qui a été fait. Hein? Je vais rajouter un peu pour conforter ce que vient de dire mon éminent confrère et ami Saïd Larépou, que pour chaque situation, il y a une approche différente. Tout à l'heure, vous avez posé la question à savoir, vous avez dit en fait qu'au Sénégal, Ousmane Sonko a voulu privilégier un rapport de force. Non. Si c'était un rapport de force, ça ne serait pas passé comme ça. Avant tout, Ousmane Sonko prônait la résistance, mais jamais la force. La force brutale, on ne pose pas la force. Ousmane Sonko a toujours privilégié la vérité sur le mensonge. Non, je ne parle pas de force physique. Non, laissez-moi vous répondre. Par conséquent, pour répondre aux appréhensions de nos confrères de la Mauritanie et des Comores, nous autres avocats, nous appartenons à la République la plus libre au monde. Par conséquent, l'autre jour, j'en parlais à mon confrère Larépou et à M. le ministre, que nous autres, moi personnellement, je suis disposé, comme lui, il est venu ici au Sénégal, bravant les FDS de Macky Sall, hein, risquant même d'être emprisonné comme Branco pour plaider. Par conséquent, je me dis, il ne faudrait pas quand même qu'on fasse le devoir d'ingratitude. Il faudrait, comme l'a dit M. Fall, hein, qu'on puisse aussi rendre la monnaie de la pièce. Par conséquent, nous autres avocats, moi personnellement, je suis prêt. Je l'ai dit l'autre jour devant le ministre et M. Larépou, que je suis prêt à aller plaider là-bas pour la cause des opposants. Et ce que nous, on peut faire, vous autres, vous ne pouvez pas le faire, parce que nous sommes quand même protégés. Un avocat, on ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas l'arrêter comme ça, comme un vulgaire malfrat. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs approches, comme l'a dit Saïd Larépou. Il y a aussi le fait que la vérité, elle est immuable. Seule la vérité finit par triompher. Ousmane Sonko
s'il a triomphé, c'est parce que dans la main de Dieu est la vérité. Il y a un philosophe allemand qui disait que la vérité a un drôle de destin. Elle est souvent ridiculisée. Elle est ensuite combattue par tous les moyens. Mais elle finit par s'imposer parce que c'est un don de Dieu. Et Inch'Allah, dans ces pays, la vérité ne pourra pas triompher du mensonge. Il faut comprendre aussi que dans cette histoire, je l'ai dit tantôt, ce qui se passe ici a des répercussions ailleurs, naturellement. Donc, c'est aussi un problème d'état d'esprit. Ce qui s'est passé au Sénégal avait réveillé pas mal de jeunes dans différents pays et qu'aujourd'hui, nous estimons que c'est une leçon qui a été donnée à toute la jeunesse africaine. Et avec cette... Mais aussi, c'est par rapport, c'est pas une question de rapport de force, c'est par rapport à une vision. Au projet qui a été porté par M. Sonko, a fait que tout le monde a adhéré. Aussi par rapport à ce qui se passe en face, la gestion de nos pays fait qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience, à faire la part des choses par rapport à un projet qui les a présenté et la situation dont ils vivent. Donc, ils sont obligés de réagir. Voilà. Et il y a une chose que je vais juste ajouter par rapport à la, vous avez dit, le rapport de force. Le rapport de force n'a pas été mené par Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est quand Macky Sall lui a dit qu'il était un lion endormi. Donc, dès l'instant que tu dis ça, tu sors de la logique discursive. Tu t'installes dans le combat. Et c'est là où Pastef s'est dit, mais attendez, il va où? Il est lion. Et les autres sont quoi? Ce ne sont pas des agneaux. Voilà le schéma. Et c'est là, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, de la presse, bien entendu, il a dit que lui, il est un lion endormi. Et que de toute façon, chez eux, les Tchédos, d'ailleurs c'est pourquoi tout le temps, moi, je passais tout mon temps à écrire que sur eux, je ne discutais même plus de rationalité, mais j'étais dans la critique. Voilà. Et donc il a dit chez eux, les Tchédos, ils meurent armes au poing. Et ils croient que nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des agneaux non plus. Voilà, c'est tout. Donc le rapport de force, moi, à mon avis, il n'a pas été mené par Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'au Sénégal, souvent, on aime bien reprocher à la réplique plutôt qu'à l'attaque. Et l'attaque, on l'oublie. Vous répliquez, on dit, ah, mon moton. Tu vois? Fait que le truc est parti d'ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, je pense que vous avez des questions, c'est bon. Merci, hein. Je réitère mes remerciements. Et... Mais est-ce qu'on peut disposer de ça? Oui, oui. Ces documents. Je vous...